Reprenons donc où nous en étions, c'est-à-dire, après avoir examiné le premier bâtiment, allons de l'autre côté du filon, donc où nous avions vu ce bâtiment ici, le filon est ici, et examinons ce deuxième bâtiment qu'on appelle donc le bâtiment 2, qui est situé à une soixantaine de mètres du bâtiment 1, qui est établi sur une croupe dominant l'axe du filon. Le bâtiment se présente sous la forme d'un L, précédé au sud par une cour carrée, ici, qui est limitée par un petit muret, vous la voyez ici, qui est une surface assez large, utilisée visiblement pour concasser le quartz, et effectivement le sol est couvert de déchets de quartz et de tables de broyage. L'aile orientale du complexe, ici, présente un plan symétrique qui est axé sur la porte de la pièce 106 ici. De part et d'autre, nous trouvons donc deux ensembles de pièces qui sont symétriques et qui ont visiblement pour fonction de surveiller l'entrée de la porte de la pièce 206, qui est du même type que celle que nous avons vue tout à l'heure, c'est-à-dire un grand dortoir comportant deux longues banquettes séparées par un couloir central. Et voici ici une vue avant fouille, mais la fouille n'a pas changé grand-chose à la perception générale. Vous voyez donc le couloir central et les deux banquettes, supportées par des murets comme de l'autre côté. On retrouve donc ici l'organisation des pièces 133 et 138 et 129-130 du bâtiment 1, avec une pièce aux dimensions assez modestes gardant l'accès à une salle oblongue munie de banquettes sur les deux côtés. L'une des pièces de ce complexe, c'est-à-dire ici, celle-ci, était dotée d'un foyer central et d'une banquette où visiblement les gardes pouvaient à la fois se réchauffer et dormir. Le bâtiment est complété au nord-est par un bâtiment plus large, précédé d'une terrasse ici qui a pu servir de logement pour un surveillant, mais nous n'avons trouvé à l'intérieur pratiquement rien. C'est simplement la position dominante avec un accès par un escalier central qui en fait peut-être un bâtiment de contrôle, un logement de contremaître. Le bâtiment 2 est donc un bâtiment d'exploitation. La main-d'œuvre y était logée dans un dortoir gardé, nous l'avons vu, et les ouvriers concassaient le minerai sur les plateformes alentour, c'est-à-dire celle-ci qui est ici, et cette grande plateforme située sur le côté. À l'intérieur du bâtiment 2, nous n'avons trouvé qu'une dizaine de vases, dont une amphore de cnide, une gourde intacte, un lessite de fabrication locale et deux bols. Aucun dépotoir ne se situe autour. Il est donc clair que ce bâtiment a été très peu occupé. Les installations minières sont complétées par une série de cabanes. Le long du filon, un chapelet de cabanes peut être suivi du nord au sud. Alors, elles sont toutes à peu près du même type. J'ai pris simplement l'exemple de la cabane 404 qui est ici, dont vous voyez une photo, qui s'ouvre par une simple porte au nord et qui est entourée de quartz concassé associé à un percuteur trouvé à proximité d'une banquette accolée au mur sud. Elle domine elle-même une aire de concassage que vous voyez ici, qui possède encore sa table de broyage. Les autres cabanes sont associées de la même façon au filon et à des aires de broyage, toutes matérialisées par la présence d'amas de quartz concassé et d'enclumes. En revanche,
les deux cabanes accolées ici, 402 et 403, correspondent à une forge. Elles sont environnées de nombreuses scories de fer et la fouille qui a été menée à l'intérieur a mis au jour l'emplacement de la forge et un petit bassin de trempe des outils en fer. Le forgeage régulier des outils, pics et burins, était nécessaire pour extraire le quartz du filon, bien entendu. Alors voyons maintenant le quatrième ensemble qui, dans notre plan, porte le numéro 3, qui est situé donc en contrebas des collines sur lesquelles sont construits les deux bâtiments, presque dans le fond d'un petit wadi, et on a donc cet ensemble que nous avons pu interpréter comme étant celui des moulins. En fait, l'ensemble comprend un bâtiment de 4 pièces, ici, qui sont toutes des pièces aveugles, où il n'y a pas de porte d'entrée, et 2 sont pavées, et comprend aussi donc 2 aires circulaires de 10 mètres de diamètre environ. Les pièces ici sont parfois, comme celle-ci, la 306, contrefortées par des contreforts. Et au départ, on avait pensé qu'il s'agissait d'un réservoir d'eau, mais la fouille qui a été menée à l'intérieur a montré que ni le sol ni les murs étaient enduits, et donc l'hypothèse d'une citerne doit être abandonnée. On pense désormais que c'est là qu'on entreposait le minerai finement broyé qui allait être ensuite passé dans les moulins situés à côté afin de faire ce que l'on appelle la farine. Et les structures circulaires, donc ici 301 et 302, ont d'abord été interprétées comme des laveries comportant une rigole circulaire. Alors, vous voyez ici ces pièces qui servaient probablement à entreposer le minerai, et ici, donc, les structures circulaires. Elles avaient donc d'abord été interprétées comme des laveries sur le modèle des mines du Laurion en Attique. Selon l'interprétation en vigueur, en effet, l'eau était utilisée pour entraîner le sédiment stérile et les fractions lourdes contenant l'or se seraient déposées dans les alvéoles qu'on voit ici, où elles auraient été recueillies pour être fondues. Et le schéma traditionnellement proposé, c'est le suivant, c'est-à-dire qu'on verse de l'eau dans cette partie, l'eau s'écoule et progressivement aurait déposé les particules d'or dans les alvéoles. Au Lorient, en fait, ces structures circulaires coexistent avec des laveries carrées ou rectangulaires où, semble-t-il, on traitait le minerai en masse. En fait, la fouille réalisée en janvier 2015 a donné un tout autre tableau. En effet, à l'intérieur du grand anneau circulaire, nous avons trouvé un dallage avec un axe central et une usure périphérique des dalles qui montre qu'une grande meule cylindrique a roulé à cet endroit sur la tranche. Voici un exemple de ce que peut faire comme usure la meule. C'est un exemple pris sur le site de Compassie. En fait, loin d'être des laveries, ces installations sont de grands moulins où l'on broyait le minerai déjà concassé pour faire la farine de minerai d'or. Il s'agit donc de ces séries de meules sous lesquelles, selon Agathe Arquide, dans le texte que j'ai cité tout à l'heure, des femmes jetaient la pierre pilée afin de la réduire en poudre. Cette farine était ensuite lavée, nous l'avons vu, et le minerai enrichi était ensuite fondu. Cette découverte permet donc d'interpréter correctement les 2 structures circulaires d'époque ptolémaïque repérées sur le site de la mine d'or de Compassie. Lorsqu'avec Thomas Fauché, nous avons visité le site à nouveau en janvier, nous avons pu repérer, malgré les destructions, des niveaux de l'époque ptolémaïque à côté de ces moulins qui ont été utilisés longtemps, au point qu'une part des rainures, une part des dalles, sur lesquelles les meules tournaient, sont creusées d'une rainure très profonde.
voici une vue du moulin avant les destructions récentes. C'est une photo que j'avais faite il y a une dizaine d'années. Ces moulins servaient à traiter le minerai extrait des mines de Dagbag qui sont égrenées dans les wadis voisins et notamment au nord du site où un filon a été excavé sur une longueur de 300 mètres environ. Vous voyez ici la tranchée qui a été faite par les anciens et ici les travaux très récents au bulldozer faits par les chercheurs d'or qui ont essayé d'extraire à nouveau du quartz aurifère. À la suite de ces découvertes, donc, il faut revoir l'interprétation des soi-disant laveries circulaires du Lorion qui doivent être des moulins à broyer le minerai. Ces identifications expliqueraient pourquoi deux types de structures complètement différentes étaient utilisées en même temps. Les structures circulaires seraient donc des moulins produisant la farine qui étaient lavés dans les vraies laveries qui sont des laveries quadrangulaires. L'interprétation de l'ensemble comme d'une part deux moulins à broyer le minerai et d'autre part des compartiments de stockage du quartz concassé et de la farine faite dans les moulins, laisse penser que le lavage ne se faisait pas sur place du fait du manque d'eau. Mais est-ce que cette interprétation résiste à l'analyse? Est-ce qu'on transportait véritablement la farine, qui est quand même assez lourde, jusque dans la vallée pour le traitement final, c'est-à-dire le lavage et la fonte? Cette hypothèse est-elle compatible avec la présence d'un four situé dans une pente bien ventilée à l'est du bâtiment du bâtiment 1? Ce four est un four à coupole qui comportait une sole soutenue par des murets rayonnants. Il est vraisemblable que des creusets, dont un fragment a été recueilli, étaient posés sur la sole pour fondre l'or. Il semble donc qu'une partie de l'or ait été fondée sur place, mais était-ce seulement à titre d'essai ou par exemple pour tester la teneur en or des sédiments ou bien véritablement pour la production des lingots? En fait, je crois qu'il faut faire une autre hypothèse qu'il faudra tester dans l'avenir et qui concerne une zone située au nord-est des moulins. Et à cet endroit-là, des déblais ont été accumulés à l'époque moderne, vous voyez ici, et a recouvert des vestiges que nous n'avons pas pu dégager l'année dernière. Ils sont recouverts par une dizaine de mètres d'épaisseur de sédiments. Et ces déblais, en fait, ont été accumulés lors des travaux d'extraction réalisés au début du XXe siècle par la compagnie minière anglaise. Il est possible que ces déblais aient enseveli des structures liées au lavage des sédiments, ce qui supposerait l'existence d'un puits qui n'a pas été retrouvé. Mais je crois qu'il n'est pas envisageable qu'une telle concentration d'hommes, que je vais essayer de chiffrer par la suite, dans un tel climat, n'ait pas disposé d'eau à proximité. Il devait donc y avoir quelque part un puits, aujourd'hui totalement recouvert par les alluvions du Wadi. En résumé, une organisation rationnelle et une spécialisation des activités a guidé l'aménagement des installations minières de Samoun Nord. La zone médiane sur la veine de quartz était le lieu d'extraction et de forgeage des outils. Nous l'avons vu ici. Notamment des broches de fer qui servaient à extraire les blocs. Les cabanes septentrionales et une partie du bâtiment 2 étaient dédiées aux activités de tri, c'est-à-dire les cabanes méridionales qui sont ici, puis les septentrionales qui sont là, et toute cette zone. C'est là qu'on faisait donc le tri, le concassage et le broyage, car tous ces ensembles sont environnés d'aires de concassage. Il est possible dès lors que le dortoir gardé du bâtiment 2, qui est ici, ait accueilli les esclaves ou les prisonniers spécialisés dans ces opérations, qui, d'après Agathe Arquide, étaient des hommes de plus de 30 ans affectés au concassage, ainsi que des femmes et des vieillards. Les autres ouvriers, les jeunes hommes et enfants, occupés aux travaux pénibles d'extraction du minerai, étaient peut-être, quant à eux, logés dans le bâtiment 1. Une fois concassés à la main, les graviers de quartz étaient ensuite finement broyés par de grosses meules roulant dans les moulins de la zone 3, ce que nous venons de voir, et la fin de la chaîne opératoire est un peu moins assurée. Soit on expédiait la farine
de minerai à dos de chameau vers une zone où l'eau est suffisamment abondante pour la concentrer, soit, et c'est ce que je crois, et comme la présence d'un four semble l'indiquer, le lavage était bien réalisé sur place dans une zone que nous n'avons pas pu encore fouiller. En effet, l'existence du puits me paraît nécessaire vu le nombre d'hommes présents. Les bâtiments comptent en effet 4 dortoirs qui présentent un linéaire de lits d'environ 90 mètres. Si l'on accorde généreusement 0,80 m d'espace par personne, on peut y entasser plus de 110 personnes, 112 personnes exactement. À ce total, il faut ajouter les soldats, les gardes, les cadres, les forgerons qui sont logés dans divers bâtiments. Donc un minimum plausible d'une quarantaine ou d'une cinquantaine d'individus affectés à l'encadrement et à la garde des prisonniers, soit au total environ 150 à 160 personnes. Dans son article fondamental pour nous intitulé « L'organigramme du personnel d'une carrière impériale d'après un ostracon du Mons Claudianus » paru dans la revue Chiron 35 en 2005, Hélène Cuvigny a montré que la consommation minimale des catégories les plus basses des travailleurs était de 3,15 litres par jour, mais c'est un vrai minimum car le texte est probablement daté de novembre et il faut donc imaginer que la consommation était nettement supérieure en été. Les officiers et les soldats reçoivent, eux, beaucoup plus d'eau, jusqu'à 6 litres par personne et par jour. Il faut donc tabler une consommation minimale d'environ 450 litres pour la main-d'œuvre et environ 6 litres que multiplierait une cinquantaine pour l'encadrement, soit au minimum 700 litres d'eau par jour, auquel il faut bien entendu ajouter l'eau pour les animaux, l'eau pour la trempe des outils, soit une consommation journalière qui ne peut être inférieure, à mon avis, à 1000 litres. Par ailleurs, il faut rappeler que les murs ont été bâtis à l'argile, qui avait donc demandé de l'eau en abondance pour être pétris. Et de la même façon, un certain nombre de murs, notamment dans le possible sanctuaire ici et dans la zone du bastion nord dévolu à l'habitation de l'encadrement, les murs donc étaient recouverts d'enduits d'argile qui eux aussi avaient demandé de l'eau en abondance pour être préparés. Il me paraît donc assuré, et je ne vois pas comment on peut imaginer une autre solution, qu'il y avait un puits à proximité, un puits que nous n'avons pas retrouvé car il a dû être ensablé, et donc qu'il est donc possible que le lavage soit réalisé sur place. Si on suit cette idée, je crois qu'il n'y a plus d'objection à ce que le four trouvé ici soit bien le four destiné à fondre l'or, et peut-être que le dépôt de charbon de bois mis au jour à proximité relative, qui est ici, servait en partie pour alimenter ce four et donc à fondre l'or. Si le fonctionnement du complexe minier est clair, il reste à dater maintenant son exploitation. Aucune monnaie ni aucun ostracon daté n'a été trouvé ni dans les pièces ni dans les 2 dépotoirs. La datation repose donc exclusivement sur l'étude de la céramique. Parmi cette étude donc, a permis, au cours des 2 campagnes 2014 et 2015, de dénombrer un total d'environ 400 objets, dont 376 vases de céramique. Ces objets se répartissent en 6 catégories: des lampes, de la vaisselle de table, des vases à cuire, des amphores de vin, des tonnelets et de grands vases de stockage. Les lampes, dont vous voyez ici un exemple trouvé en prospection, une lampe complète, les lampes sont au nombre de 13 et elles sont toutes à vernis noir, sauf une de fabrication régionale qui est en pâte marneuse. La vaisselle de table comprend 193 vases répartis en 3 catégories: les vases à vernis noir, les vases fabriqués à Aswan et les coupes, les urnes et les bouteilles en céramique marneuse de fabrication régionale, c'est-à-dire qui viennent de la région d'Edfou ou de Thèbes.
3 vases sont de provenance attique, dont une coupelle de type calyx cup avec une applique en forme de tête de Nubien. Les importations attiques et quelques imitations sont caractéristiques par leur forme de la seconde moitié du IVe siècle avant Jésus-Christ. Le service de table comprend surtout des bols et des coupes en pâte marneuse, vous en avez ici un exemple. S'y ajoutent des amphores de table à banc de pinte et des bouteilles de ce type-là, des lessites qui sont parfois décorées de bancs de pinte. En outre, furent mises au jour 34 urnes et 17 bouteilles en pâte marneuse utilisées pour maintenir l'eau au frais. La vaisselle de cuisine se répartit entre les pots à cuire et des fétous dont les formes sont connues à l'époque hellénistique et dont vous avez ici un exemple. Les amphores sont assez nombreuses puisqu'elles comptent pour un quart de l'ensemble des vases, un total de 96 exactement. Ce sont des amphores à vin de Cnide, dont vous avez ici 2 exemples avec deux types, des amphores à vin de Chios, de Rhodes, de Chypre, de Phénicie et quelques imitations faites en Égypte d'amphores grecs qui montrent donc les premières productions de vin égyptiens embouteillés, si j'ose dire, dans des amphores imitant des amphores grecs. Les amphores les plus nombreuses sont celles qui viennent de Cnide, donc vous voyez là, et de Sapéré, comptent pour la moitié des individus, et 3 d'entre elles comportent des marques d'une série dite à la proue de navire qui est assez bien connue vers la fin du 3e quart du IVe siècle avant Jésus-Christ. Le grand nombre relatif d'amphores à vin grec montre l'association classique de vaisselle à boire et de conteneurs utilisés dans les banquets à la grecque. Et donc ça vaut principalement pour les vases utilisés par l'encadrement. Mais beaucoup de vases sont en fait des bols très simples comportant de nombreux graphites de propriété qui indiquent une promiscuité et la nécessité de marquer la propriété d'aussi humbles objets que sont les bols grossiers, et donc ces bols doivent évidemment avoir été utilisés par la main-d'œuvre. La grande homogénéité du mobilier, sa répétitivité et le faible nombre d'objets pour un aussi grand établissement indiquent que l'occupation a été brève, probablement pas supérieure à 5 ans, et à mon avis vers 310 avant Jésus-Christ, et peut-être même pas plus d'1 ou 2 campagnes en réalité. La faible usure des blocs de dallage des moulins et l'extrême rareté de la vaisselle dans le bâtiment 2, comme je vous l'ai dit, une dizaine de vases et aucun dépotoir, confirment une brève durée d'occupation et d'utilisation et d'exploitation de la mine. Il est remarquable que le faciès des amphores, mêlant des amphores grecques et phéniciennes, alors vous voyez ici des amphores grecques et des amphores phéniciennes, soit exactement celui qui est représenté sur la scène des vendanges du tombeau de Pétosiris à Tounal-Gebel, daté du dernier quart du IVe siècle avant Jésus-Christ. Samout Nord est donc un site du plus haut intérêt pour sa courte durée d'occupation et par les importations de technologies qui l'attestent. Dès la conquête macédonienne, le roi Ptolémée Ier a appris qu'il y avait de l'or dans le désert oriental et il a envoyé des expéditions pour l'extraire. Ces expéditions comportaient forcément des ingénieurs militaires capables de construire des bâtiments d'exploitation, de diriger les travaux de mine et d'installer des équipements tels que des forges et de grands moulins dont la technologie venait de Grèce. Ce choc technologique a permis d'exploiter une mine qui jusqu'alors ne pouvait pas l'être avec les instruments utilisés à l'époque pharaonique. On remarque aussi la grande place de l'importation des vins des îles de la mer Égée. Il est clair que lors de cette première génération de Grecs en Égypte, ils souhaitaient boire du vin grec, et ce n'est qu'après, dans le courant du IIIe siècle avant Jésus-Christ, qu'ils boiront massivement du vin produit en Égypte et commercialisé alors dans des amphores qui imiteront les amphores grecs. C'est d'ailleurs ce qu'on trouve dans le site suivant, celui de Bir Samout, que je vais présenter maintenant.
Le Bir Samout comprend en fait un fort très ensemblé. Donc, vous voyez ici, qui est situé à 5 km au sud de Samoud Nord, au débouché de ce wadi qui s'appelle le Wadi Samoud. Et c'est un fort qui est particulièrement visible, qui a d'abord été vu par l'explorateur Giambattista Belzoni en 1818, et puis qui a fait l'objet d'une visite et d'un plan dans les années 1820 par John Garner Wilkinson, et qui nous a donc donné un plan qui s'avère être d'une grande fiabilité. On y remarque que l'angle sud-est du fort était déjà détruit, que le wadi avait déjà pénétré dans l'intérieur du fort, avait fait des allusions, et on remarque surtout que le puits est situé dans cette partie ouest du site, là où nous l'avons retrouvé cette année. Ensuite, le site a été visité à plusieurs reprises, notamment par Murray, qui, dans sa publication de 1925, montre son importance et affirme que le puits était encore profond de 20 mètres à son époque, alors qu'aujourd'hui, il est totalement ensablé. Dans les années 1990, le plan de Bir Samout a été dressé par Henry Wright, qui a donné également une première analyse de la céramique de surface, et puis le site a fait l'objet d'une notice dans l'ouvrage de Rosemary et Dietrich Klemm paru en 2013. Les campagnes effectuées en 2014-2015 ont consisté à prospecter le fort et ses environs, et à lever un plan général ainsi qu'à fouiller l'aile ouest et les dépotoirs. Commençons par les prospections autour du fort. Une recherche systématique des sites autour du fort a donné lieu à la découverte de sites archéologiques désignés sous les lettres A à P que vous voyez sur cette photo. Au centre, il y a le fort lui-même, sur lequel je reviendrai. Et puis, en B, ici, un groupe de cabanes, de plateformes de travail qui sont situées à l'ouest du fort. Certaines sont rondes, d'autres rectangulaires, aux angles arrondis. La plupart ont été détruites ou bouleversées au bulldozer. Il existait notamment un escalier monumental fait de marches de granit taillées qui a été détruit. Il devait conduire à un sanctuaire situé sur une plateforme, comme on pouvait en voir encore sur le site de Abu Jaraish, qui est situé à une dizaine de kilomètres au sud de Bir Samoud et qui lui aussi a été détruit en 2013 par des chercheurs d'or. Vous voyez ici le site d'Abu Jaraish et ici la destruction de l'escalier monumental qui conduisait au sanctuaire. Les cabanes et les plateformes de travail sont associées à un grand nombre de meules qui sont d'une part des meules dormantes concaves et des meules allantes à oreilles. Ces instruments servaient à réduire les sédiments aurifères en poudre par un travail physique intense utilisant le mouvement alternatif. Le procédé est très largement répandu à basse époque pharaonique et sous les Ptolémées. Il est utilisé à Bir Samoud pour broyer des sédiments alluviaux car il n'y a aucune trace d'exploitation de filons aurifères ni de vestiges de concassage de quartz, comme nous l'avons vu dans le cas de Samoud Nord. À la différence de ce dernier site, il ne semble donc pas qu'on ait affaire à une entreprise d'État utilisant des prisonniers, mais plutôt à des groupements de mineurs qui étaient relativement nombreux, si l'on en juge par le millier de meules dispersées dans les ruines des agglomérations de cabanes et surtout dans les murs du fort qui a été construit par la suite. Le mobilier céramique trouvé dans ces structures est peu abondant, mais datable du courant du IVe siècle avant Jésus-Christ, et il n'est donc pas exclu que ce site soit partiellement contemporain de celui de Samoud Nord. Au nord du fort, ici, à l'entrée de la gorge, il existe des plateformes de travail associées à un mobilier datable de la seconde moitié du IIIe siècle après Jésus-Christ. Immédiatement au-dessus de ces plateformes de travail se trouve
une anfractuosité rocheuse élargie de façon à aménager un espace sur la paroi duquel se trouve un dessin de bateau à la peinture rouge qui pourrait remonter à la phase d'occupation pharaonique tardive ou du tout début de la période ptolémaïque. Un peu plus au nord, point F ici et P ici, se trouvent des unités d'habitation et de travail qui sont construites selon des techniques analogues à celles des bâtiments de Nougrous et de Sikait que nous avons vus il y a 15 jours. Le mobilier recueilli autour de ces bâtiments doit être daté, là aussi, de la seconde moitié du IIIe siècle de notre ère ou du début du IVe siècle. Tout autour du fort, on trouve aussi 6 groupes de tombes individuelles sous tumulus de pierre, la plupart ayant été pillées et qui sont datables toutefois de l'époque romaine. Revenons maintenant au fort de Bir Samout, qui présente la forme d'un rectangle mesurant 76 mètres de long par 58 de large. Il est implanté au centre d'un wadi sur une agglomération de cabanes de mineurs d'or dont quelques vestiges ont pu être dégagés, notamment des fours de réduction du fer qui montrent une exploitation locale et la production de métal pour forger des outils qui étaient employés dans les mines. Les vestiges de ce groupe de cabanes, antérieurs au fort, sont arasés et recouverts par endroits d'une épaisse couche de colluvion qui sépare nettement les niveaux de cette phase de ceux du fort. La couche de colluvion marque donc une phase d'abandon du site vers la fin du IVe siècle et dans la première moitié du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Le fort est construit donc au-dessus de ces couches de colluvion et comporte au centre une vaste cour de 50 mètres par 38 environ, bordée de 4 ailes de bâtiments. Les 4 angles du fort sont renforcés par des bastions carrés à peu près identiques et divisés en plusieurs pièces. Le bastion nord est occupé ici par des pièces surveillant l'entrée qui malheureusement, comme je vous l'ai montré au début, a été détruite au bulldozer et qui était située ici. La présence au nord de la porte, à l'extérieur, d'un grand dépotoir est donc assez logique puisque, évidemment, on sortait les ordures à l'extérieur. Le bastion est bâti en blocs de granit brut d'extraction, assemblés à l'argile, et les chaînages d'angles sont constitués de blocs de grès taillés en forme de parallélépipède, donc une construction de très belle qualité. Le bastion ouest, ici, était occupé par un établissement thermal, sur lequel je vais revenir, et toute l'aile nord-ouest comprend 2 séries de pièces de dimensions moyennes mais différentes qui devaient être occupées par l'administration du fort, car on y a trouvé beaucoup d'ostracas et un certain nombre d'objets qui semblent indiquer que c'est là que se trouvaient des scribes. L'aile nord-est est formée d'une enfilade de pièces qui n'a pas été encore fouillée, à peu près similaire en taille et ouvrant sur la cour. Il pourrait dans ce cas s'agir de casernement pour les soldats. L'aile sud-est est très détruite, comme vous le voyez, et demanderait à être fouillée. Il pourrait s'agir aussi de casernement. Enfin, l'aile sud-ouest est occupée par un très grand bâtiment mesurant 50 mètres de long par 12 mètres de large. Ce pourrait être un enclos pour les animaux. Je vous le montre tout de suite, on revient aux autres. Ce pourrait être un enclos pour les animaux, et donc pour les chameaux et les ânes, mais la dimension de l'enclos est telle qu'on peut peut-être imaginer qu'elle a été conçue d'abord pour parquer les éléphants. Alors, voici une vue de l'intérieur du fort, avec la cour centrale et les possibles casernements dans la partie bordant le mur, le rempart. Et voici une autre vue donc, de cette cour centrale avec la partie sud et ce grand bâtiment
certainement utilisé pour parquer des animaux. Le côté nord du bâtiment, de ce bâtiment-là, donc, est occupé par une série de pièces, dont une a un fond bétonné bordé de bouteilles d'étanchéité et qui devait être donc un bassin contenant de l'eau qui pourrait être éventuellement un abreuvoir. Les ensembles les plus spectaculaires fouillés cette année sont d'une part les bains et d'autre part un complexe de pièces dont le sol d'abandon a livré un très abondant mobilier. Le balnéaire, qui a été fouillé en 2015, a été immédiatement publié par Bérengère Redon, Thomas Fauché et moi-même dans un ouvrage collectif sur les balnéaires en Égypte sous le titre « An Early Ptolemaic Bath in the Fortress of Bir Samut ». J'en extrais donc quelques données et des illustrations. Le bastion ouest du fort était divisé en 3 pièces. On y accédait par un couloir donnant accès à une pièce circulaire par une porte large d'environ 1 mètre et d'autre part donnait accès à un réduit que vous voyez ici où se trouve le foyer qui servait à chauffer les pièces. La pièce centrale est un espace de plan circulaire au sol de mortier de chaux et aux enduits également recouverts de mortier de chaux. Elle mesurait 3,50 m de diamètre et elle était pourvue dans son pourtour de 2 lavabos, ici et là, et peut-être un troisième à cet endroit-là, mais malheureusement ce secteur a été détruit par un bulldozer. Et il comportait également un bassin, ici, alimenté par un petit réservoir sur le côté. Une porte un peu plus étroite, de 0,70 m, donne accès à une pièce qui comportait à l'ouest une baignoire sabot avec un siège et une cupule de vidange, et à l'est une baignoire par immersion dotée d'un tuyau de vidange au ras du sol qui permettait à l'eau de s'évacuer jusque dans ce bassin qui s'est situé ici. Donc un ensemble extrêmement bien conçu et relativement bien conservé malgré les destructions récentes. La fouille de la pièce 25, alors voici un plan. Ça marche pas. Bon, ouais. Voici un plan donc extrait de la publication dont je vous parle, qui est l'illustration de ce que je viens de vous dire, le couloir d'entrée, la pièce circulaire, les lavabos sur les côtés, et ici la baignoire par immersion, la baignoire sabot avec sa cuvette de vidange, et ici l'ensemble des fours qui servaient à chauffer les bains et bien sûr l'eau nécessaire pour être utilisée dans les baignoires. La fouille de la pièce 25, qui fait partie des pièces occupées à la fin de l'occupation du site par des officiels, a été particulièrement importante pour dater l'abandon du site, car elle a été abandonnée brusquement et qu'une partie des fournitures qui étaient stockées, notamment des paniers en sparterie, ont brûlé. Alors, la pièce 25 est située ici. La pièce était divisée en 2 par un mur qui délimite une banquette large d'1,80 m, et dans la phase initiale, la partie nord de la pièce comportait un silo cylindrique pour le blé qui a été ensuite comblé. Dans la phase finale, qui est particulièrement importante, 2 foyers en quart de cercle ont été accolés à la banquette et le sol d'abandon a livré un très abondant mobilier complet comprenant des lampes, des flacons à parfum, de la vaisselle de table, des marmites, des amphores, un mortier de pierre, un vase de faïence et de nombreux ostracas écrits pour la plupart en démotique. Associés à ce mobilier, 3 monnaies, dont une est mise au bol, permettent de préciser la datation de ce niveau vers 210 avant Jésus-Christ ou peu après. En sus de cet ensemble particulièrement évocateur, nous avons fouillé le dépotoir ouest, qui est situé ici, devant une poterne, comme vous voyez ici l'entrée, qui s'étend sur une surface d'environ 200 m² et qui a livré de grandes quantités d'ostracas et d'ossements.
Le dépotoir nord, dont je vous parlais tout à l'heure, situé à côté de la porte principale, présente une stratigraphie qui montre une succession de couches de matière organique pourrie et de cendres mélangées à des graviers et de la céramique. Environ 1000 ostracas, un tiers en démotique, 2 tiers en grec, ont été découverts dans les 2 dépotoirs. Hélène Cuvini et Adam Bülow-Jacobsen étudient les ostracas écrits en grec et Marie-Pierre Chauffret se rédigeait en démotique. L'étude n'est bien sûr qu'à son début, car les fouilles sont en cours, mais quelques données émergent déjà. La majorité des ostracas datent des règnes de Ptolémée III et de Ptolémée IV. Ils concernent de nombreux aspects de la vie du fort, notamment la distribution de blé et, dans un cas, la distribution de l'eau. À ce titre, un texte est particulièrement intéressant car il indique que le commandant du fort allouait des quantités bien déterminées d'eau à des ouvriers, à des animaux de trait, et notamment des bœufs et des ânes, ainsi qu'à des soldats et à une dame de haut rang qui était accompagnée d'une suite de 8 personnes. Ces 2 dernières catégories sont certainement des voyageurs, les premiers chargés de convoyer des statues, c'est ce que nous dit le texte, et la seconde, donc la dame de haut rang, l'aristocrate, allant à Bérénice ou en revenant. Il est clair qu'à l'époque du fort de Bir Samout, l'exploitation de l'or a cessé dans ce district, mais que le rôle du fort n'est plus de contrôler l'exploitation de l'or, mais de servir de relais et de lieu d'approvisionnement pour l'eau sur la route de Bérénice. L'examen du mobilier montre que les céramiques qui ont été trouvées proviennent d'éléphantine ou d'Assouan et de Karnak et sont datables dans le courant de la deuxième moitié du IIIe siècle, et elles sont associées à des monnaies du milieu et du troisième quart du IIIe siècle. Le mobilier de Bir Samout est plus diversifié et nettement plus abondant que celui de Samoud Nord. On trouve des amphores vinaires, des jarres et des bouteilles en pâte calcaire, des tonnelets, quelques marmites, des fétous et de rares céramiques fines. Il s'agit principalement de coupes à boire dans une céramique qu'on appelle black siltware, qui est probablement en partie ou en grande partie fabriquée à Bhouto dans le delta, et des lessites à vernis rouge, des bols et des pots en faïence bleue. La présence de black siltware, de gourdes à colle en entonnoir fabriquées à Assouan et de jarres à section à bord carré démarque la céramique du fort de Bir Samout de celle de Samoud Nord. De plus, le faciès des amphores a changé. On ne trouve pratiquement plus d'amphores importés de la mer Égée ou de Phénicie, qui dominent, comme nous l'avons vu à Samoud Nord, mais on trouve presque uniquement des amphores de type grec fabriqués en Égypte. Grâce à ces fouilles et à ces prospections, on peut donc résumer l'occupation. Pardon ? Grâce à ces fouilles et à ces prospections, on peut donc résumer l'occupation du secteur de Bir Samout en 4 phases. Une phase 1 qui est antérieure à la construction du fort et qui est donc datable du IVe siècle et qui est détectable à la fois, comme je vous l'ai dit, sous le fort lui-même et dans toute cette zone au nord du fort. Il s'agit là d'une agglomération de cabanes de mineurs d'or, et qui ont livré de nombreuses meules dormantes et allantes. À cette phase correspond, à l'ouest du futur fort, une activité de réduction du fer, donc qui est située ici exactement, marquée au moins par 2 fours et par d'importants rejets de scories. Le mobilier associé, très rare jusqu'à présent dans ces niveaux, comprend des amphores de cnide qui sont identiques à celles de Samoud Nord. Un pied de cratère attique en cloche, trouvé dans le dépotoir du fort, pourrait se rattacher à cette phase et être en quelque sorte un tesson résiduel. Ensuite, on a une deuxième phase qui correspond à la construction du fort et à son occupation entre environ 260-250 avant Jésus-Christ et la fin du IIIe siècle. Le fort est alors construit de façon unitaire,
certainement sur ordre de Ptolémée II, comme étape sur la route reliant Apollonopolis à Bérénice. Une inscription trouvée dans le fort de Bir Yayan par Steve Sidebottom, un fort situé sur la route de Mersanakari, indique que Ptolémée Philadelphe, donc Ptolémée II, donna l'ordre de construire ce fort en 257 avant Jésus-Christ. Le fort de Bir Samout, que nous voyons ici, pourrait faire partie de la même campagne de construction. Le fort, comme je vous l'ai dit, comporte une cour centrale auquel on accédait par 2 entrées. Le puits situé près de la poterne était probablement doté dès les origines d'une machine élévatoire déversant l'eau dans un bassin. L'ensemble de la construction est unitaire et comporte donc un ensemble thermal très élaboré. Il y a eu très peu de réaménagements au cours du temps, quelques adjonctions de pièces, en fait on voit que le fort a été occupé assez peu de temps, pas plus d'un demi-siècle, et qu'il a été abandonné précipitamment, probablement en 206 avant Jésus-Christ, lors de la révolte de la Thébaïde, et ce qui expliquerait donc l'abondant mobilier retrouvé dans l'une des pièces du fort et le fait que cette pièce a été incendiée. Le fort est ensuite abandonné, et il resta abandonné pendant plus de 500 ans, entre la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ et le troisième quart du IIIe siècle après Jésus-Christ. Alors, ces superstructures se ruinaient progressivement et des couches de sable et de pierre se formèrent sur les sols de l'époque ptolémaïque. Mais dans la seconde moitié du IIIe siècle de notre ère, les thermes que nous avons vus furent réoccupés par des populations qui utilisaient des vases en Eastern Desertware, c'est-à-dire ces céramiques modelées fabriquées par les populations indigènes, et quelques vases importés de Coptos et d'Assou. Cette occupation, contemporaine de celle des cabanes situées dans le Wadi Samout, donc dans cette partie-là, ici, là et ici, semble être de courte durée. Elle est liée, semble-t-il, aussi au cimetière, notamment ce cimetière qui est situé ici, car elle livre un mobilier identique, notamment ces fameux vases modelés que les fouilles de Dios et de Xéron-Pélagos ont donné en de nombreux exemples dans les couches du troisième quart du IIIe siècle. Je pense qu'il faut interpréter la réoccupation de quelques pièces du fort et la construction de cabanes dans le Wadi comme une reprise temporaire de l'exploitation des placères et des filons aurifères à un moment où l'autorité impériale représentée par l'armée a disparu. En effet, comme nous l'avons vu l'année dernière, les forts de la route de Bérénice sont désaffectés en 270 après Jésus-Christ, et les populations habitant le désert, qui sont alors regroupées sous la dénomination de blémises, sont alors libérées de toute contrainte et se mettent à exploiter les gisements pour leur propre compte, notamment les gisements aurifères et, comme nous l'avons vu il y a 15 jours, les gisements d'émeraude. Je rappelle qu'Épiphane de Constantia rapporte qu'après la reprise en main de la région par Dioclétien en 295, le mont Smaragdus fut abandonné aux blémies, et cela implique que les tribus nomades, qu'il exploitait déjà depuis un certain temps, ont continué à l'exploiter par la suite. Il en devait en être de même des gisements d'or de la région, dans la mesure où l'armée romaine ne s'est pas réinstallée dans les forts et n'a donc pas repris le contrôle de la région, comme elle l'a fait au nord de la mer Rouge, et notamment dans la région de Saphaga, à partir de 310 après Jésus-Christ, en construisant la forteresse d'Abou Char. Donc il est clair que lors de la reprise en main par Dioclétien, toute la zone où nous nous trouvons à l'heure actuelle est restée en dehors du contrôle de l'armée romaine. En conclusion, les fouilles de 2014-2015 dans la zone de Samout ont, malgré des conditions très difficiles sur place et des destructions, révolutionné nos connaissances sur l'exploitation de l'or dans ce secteur et sur l'équipement primitif de la route conduisant au port de Bérénice.
Après une phase d'exploitation au Nouvel Empire, dans le Wadi Samout el-Beda, la zone fait l'objet de travaux d'extraction dans le courant du IVe siècle, à Bir Samout, dans le site B notamment. Et certainement après la conquête de l'Égypte par les Grecs, Ptolémée Ier décida d'ouvrir une mine sur le filon de quartz de Samoun Nord, et il fit procéder à grande échelle, faisant construire plusieurs bâtiments d'exploitation avec 4 grands dortoirs pour des prisonniers condamnés aux travaux forcés et 2 moulins de grande ampleur pour broyer le minerai. Mais l'exploitation dura peu de temps, car le filon fut épuisé en quelques campagnes et le secteur de Samoun Nord fut abandonné et jamais réoccupé. Ptolémée II décida ensuite, peut-être en 257, de faire creuser un puits et de construire une forteresse à Bir Samout dans le but de créer un poste d'étape et de contrôle sur la route de Bérénice, refondée à la même époque pour accueillir les éléphants de guerre qui étaient chassés dans le sud de la mer Rouge. Le fort de Bir Samout fut occupé pendant une période assez brève, jusqu'à la fin du IIIe siècle, probablement jusqu'en 206, date de la révolte de la Thébaïde contre Ptolémée IV. Par la suite, la zone fut abandonnée pendant toute la période ptolémaïque finale et pendant l'Empire romain, le Haut Empire romain, car la route du commerce oriental qui reliait Bérénice à Coptos passait à une trentaine de kilomètres au nord-est, et c'est ce que j'ai présenté l'année dernière en détaillant la fouille du fort de Xéron-Pélagos, qui est donc le lieu où passait la voie caravanière. Dans la deuxième moitié du IIIe siècle après Jésus-Christ, probablement après le départ des troupes romaines, et probablement à cause du départ des troupes romaines, une nouvelle exploitation de l'or fut probablement réalisée par les populations du désert, les blémis, qui édifièrent des habitations soit dans la ruine du fort, soit dans les wadis, habitations associées à des plateformes de travail. Ensuite, le désert ne fut plus fréquenté jusqu'à une poussée des recherches vers le 8e, 9e siècle de notre ère, à l'époque islamique, puis à nouveau totalement abandonné jusqu'au début du XXe siècle, où une entreprise anglaise essaya de remettre en activité les mines, et puis à nouveau, malheureusement, en 2013-2015, date auquel on assiste à cette ruée vers l'or dont je vous ai parlé tout à l'heure, ruée vers l'or qui est en train de détruire totalement le patrimoine archéologique de cette région de l'Égypte. Et c'est la raison pour laquelle nous essayons, au maximum de nos possibilités, grâce à l'aide notamment du ministère des Affaires étrangères et de la Fondation du Collège de France, de poursuivre les fouilles à un rythme un peu accéléré, au moins dans ce secteur, pour sauver ce que l'on peut sauver avant qu'il ne soit trop tard. Mais pour beaucoup de sites, c'est déjà trop tard. Le fort, par exemple, le fort ptolémaïque de Baramia a été totalement détruit jusqu'en dessous des fondations ces dernières années, et donc il n'y a plus aucun espoir de retirer quelque information que ce soit de ces sites. La semaine prochaine, je participerai à un colloque qui se tiendra à l'École française d'Extrême-Orient et qui porte sur les relations commerciales entre l'Occident et l'Extrême-Orient, pour présenter une synthèse des recherches sur le commerce. Donc je ne ferai pas court, mais ce colloque est ouvert et donc vous pouvez venir y assister. Il y aura notamment des Chinois qui présenteront une vision orientale de la question. Et dans 15 jours, je présenterai un cours qui fera le point sur les recherches déjà relativement anciennes effectuées par une équipe européenne au Mons Claudianus et au Mons Porphyrites, de façon à préparer l'étude que nous ferons dans le cours suivant de la carrière impériale de Domitianée que notre équipe a fouillée en 2003 et 2004. Merci.